Voilà, je vais désormais laisser le micro à Philippe de Ping Identity qui va nous parler de l'apport de l'intelligence artificielle dans la protection active des API. Merci. Bonjour à tous, merci d'assister à cette session Ping Identity. Je vais effectivement parler d'intelligence artificielle, vous montrer dans ce cadre-là, dans le cadre de deux types d'attaques, comment elle peut aider sur la problématique de la protection spécifiquement des API. S'il nous reste quelques minutes pour des questions, je les prendrai à la fin. Sinon, au stand B11, vous êtes le bienvenu pour approfondir ce sujet. Je suis donc Philippe Dubuc, principal architecte chez Ping depuis 7 ans. Dans un contexte d'API, je vais faire aussi quelques recommandations. Donc, maintenant, l'économie, le marché nous amène à ouvrir les API. Alors, faites-le de façon sécurisée. Dans cette présentation, je vais d'abord positionner le contexte. Qu'est-ce qu'une API? Comment on les sécurise déjà avec les outils traditionnels? Je vais parler un petit peu de standardisation rapidement et ensuite voir comment on aura besoin de compléter cette approche avec des outils un petit peu différents, un petit peu nouveaux, tenant compte des particularités des API d'aujourd'hui. Alors, pour qu'on partage probablement le même langage, une petite définition. Alors, elle est simplifiée, peut-être un peu fausse, mais enfin, si certains d'entre vous sont peut-être ici des experts en API, d'autres un peu moins. Donc, pardonnez-moi pour les experts, mais voilà, une API, maintenant, c'est un changement d'interaction entre des applications clientes et des applications serveurs. Il n'y a plus de navigateur, on est mobile. Donc essentiellement, vous utilisez, peut-être sans le savoir, des API lorsque vous lancez une application cliente sur vos smartphones dans le cadre de mobilité. Donc ça utilise des protocoles standards, ça fait appel à des serveurs, protocoles standards sur HTTPS. Un serveur, c'est un web service qui expose des endpoints. Donc une entreprise expose de plus en plus de endpoints pour ouvrir ses services. Et la spécificité dans le cadre de ce qu'on appelle les API REST, c'est que le format de document retourné n'est plus du HTML interprétable dans un navigateur, mais un document JSON structuré rapidement, comme vous pouvez le voir ici, donc qui est très léger, manipulable de façon aisée sur tout type d'application par des développeurs. Donc on développe vite, on publie vite des API. Tous les jours, de nouvelles choses sont publiées par vos entreprises respectives. Alors avec les API, que fait-on? Pour les entreprises aujourd'hui, avec les API, elles disent c'est la clé de voûte de ma stratégie numérique. Donc quelques exemples, vous pouvez voir sur la courbe. Donc l'évolution des API ouvertes, celles qui sont mises à disposition quasiment gratuitement pour intégrer des applications clientes et élargir votre périmètre business. Donc vous voyez, la croissance depuis ces 4 ou 5 dernières années est astronomique. Et puis on va noter des projets qui nous parlent à nous tous en tant que consommateurs. Par exemple, la voiture connectée, donc PSA ou Mercedes, pour parler du pays, ou la voiture RN, publie des API pour que des projets naissent autour des API ouvertes. Également sur le paiement, il y a de nouvelles directives européennes appelées DSP2 avec une déclinaison un peu plus forte en Angleterre autour de l'open banking, dont les banques ont maintenant obligation d'ouvrir leurs API pour faciliter l'entrée de nouvelles structures sur le marché. Donc on a une économie qui se crée autour des API. Forcément, elle crée du bien potentiellement, mais aussi elle attire des individus peut-être un petit peu malveillants. Exemple, donc on expose nos données, on voit qu'on va bientôt exposer peut-être notre voiture, on expose notre argent, donc on risque son argent et sa vie. Mais si on regarde juste 2-3 mois en arrière, que s'est-il passé? Donc pour prendre deux ou trois grands noms de l'industrie du numérique, donc ici vous avez 3 exemples, 3 vols de données personnelles, Facebook, Google, vous voyez la masse d'informations qui ont été piratées. 2 de ces 3 affaires, Google et Facebook, ce sont typiquement des attaques basées sur des API. Facebook, ça a duré 14 mois.
ils ne s'en sont même pas aperçus. En fait, c'est l'individu qui lui-même a tenté de rançonner Facebook en expliquant ce qu'il était en train de commettre. Donc il y a une fuite de données personnelles, les vôtres, les miennes, on ne sait pas dire pour l'instant, orchestrées sur 14 mois, donc sur des attaques très spécifiques qui sont indétectables aujourd'hui par les outils traditionnels si on ne prend pas le problème d'une manière un petit peu différente. C'est ce que je vais vous expliquer par la suite. Donc voilà, les API exposent une nouvelle surface d'attaque qu'il ne faut pas négliger et qui passe sous les radars des outils traditionnels. Alors, pour protéger ces données, que ce soit vos clients ou vos employés, la première recommandation chère à Ping, c'est l'utilisation des standards. Les standards vont, vous amener la possibilité de développer vite, donc de répondre à vos obligations, de déployer rapidement, en continu, etc. Donc mettre de plus en plus en ligne d'API tous les jours, d'être interopérable et aussi d'être sécurisé si on utilise à la base déjà correctement ces standards. Bon, Ping est très actif dans ce domaine-là. On a contribué notamment en OAuth 2 que je vais présenter rapidement parce que je vais situer ma démo dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses standards, suivre les best practices, mais néanmoins on peut s'apercevoir que ce n'est pas suffisant. Peut-être que les standards méritent encore d'évoluer, ce qui est le cas. Donc OAuth 2. OAuth 2 est de facto maintenant le moyen de protéger ces API et d'appliquer un contrôle d'accès. Donc vraiment vue d'avion, hein, c'est une vue très simplifiée mais néanmoins exacte. C'est un dialogue à 3 parties. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle un Authorization Server qui va créer des jetons de sécurité qui vont porter une identité, qui sont manipulés par une appli cliente qui embarque un client OAuth 2 qui utilise ce jeton pour l'insérer dans ses requêtes vers des API. Les API sont publiées sur un ressource serveur. Le ressource serveur reçoit un jeton et s'assure de sa validité pour savoir s'il n'a pas été révoqué, s'il est toujours valide, c'est-à-dire s'il y a une notion de session associée. On fait une opération de ce qu'on appelle introspection. Généralement, on appelle l'autorité qui a créé ce jeton et on lui demande de le décortiquer, de nous répondre s'il est bon ou il n'est pas bon. Voilà, ça c'est un concept très, très simple sur le papier. Bon, à développer, il y a un petit peu de travail. Mais la première recommandation, c'est de se mettre dans ce contexte-là. Par contre, le problème, ça va être éventuellement le contrôle d'accès derrière ça. Donc l'application reçoit un jeton et vous devez, au niveau de chaque API, vérifier que ce jeton a accès aux ressources qu'elle publie. Alors peut-être que le mieux, c'est de mettre en frontal de toutes vos API un système qui va faire du contrôle d'accès fin, qui va décortiquer ces jetons à la volée, s'assurer que la ressource qui demande, et ce de façon externe à l'application, s'assurer que cette ressource, il y a bien un accès légitime pour ce jeton-là. Donc chez Ping, entre autres, nous faisons ce type de composants. Nous créons ces jetons, nous les validons et nous les propageons vers des ressources API. Mais vous êtes peut-être dans un contexte non Ping, je ne vous en tiendrai pas à rigueur pour autant, où vous avez déjà en place ce qu'on appelle un fournisseur de jetons et probablement une API gateway. Hein, le terme maintenant est assez généralement connu. Il y en a beaucoup sur le marché de divers vendeurs qui, elle, va assurer certaines fonctions au niveau de l'API et notamment des fonctions de sécurité, telles que du contrôle d'accès, de validation de jetons. Alors, la question vis-à-vis des API, ça c'est bien, c'est impératif, il faut commencer là. Est-ce que c'est suffisant? Alors, le problème du jeton, aujourd'hui, le jeton, lorsqu'il est créé, il est confié à un porteur. Donc, celui qui porte le jeton, il passe le contrôle d'accès. Vous pouvez mettre toutes les règles de contrôle d'accès que vous souhaitez, avoir travaillé des jours, des nuits, à implémenter des règles plus ou moins complexes pour prendre en compte le contexte. Mais le jeton, si vu du contrôle d'accès, il est valide, il va traverser. Bon, il y a de nouvelles spécifications qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. Bon, elles vont arriver implémentées dans les produits dans les prochains mois, notamment ça s'appelle token binding. Je mentionne le nom, mais j'en dirai pas plus. Donc, la grosse question aujourd'hui, c'est lorsqu'on se fait voler le jeton, où est-ce qu'à la base,
lorsque le porteur du jeton est une identité frauduleuse, donc un hacker qui a réussi à disposer de credentials, donc de moyens d'accès à votre IT. Comment on détecte cette situation? Généralement, ça va passer sous les radars de tous les produits que vous allez pouvoir mettre en place du fait de cette spécificité du monde des API. Donc, on propose de mettre une couche additionnelle, donc c'est l'élément du bas, c'est-à-dire que si le jeton est valide, on va se poser une question supplémentaire. Est-ce que je suis sous le coup d'une attaque? Et donc, rajouter ce côté temps réel de détection d'attaque sur mes API dans un contexte propre aux API. Je ne vous demande pas donc de supprimer tous les dispositifs que vous avez. Ce dont je vais parler plus précisément ne remplace pas tout. Ça comble un trou, passez-moi l'expression, dans la raquette à ce jour. Donc on va se mettre en frontal de ces ressources API et je vais donc parler de Ping Intelligence for APIs, donc outil que nous proposons pour spécifiquement les API. Alors aujourd'hui, vous allez avoir un certain nombre d'acteurs, Ping en fait partie, qui vont vous fournir les solutions, comme je l'ai dit, pour avoir cette couche fondamentale de sécurité, de contrôle d'accès, d'authentification adaptive en fonction du contexte. J'élève le niveau d'authentification si je suis sur une transaction plus sécurisée que le contexte dans lequel je me trouve initialement, etc. Ça, sur le marché, des solutions existent et si vous n'en trouvez pas, on sera bien heureux de vous accueillir, notamment sur le stand B11, si je ne l'ai pas dit, pour en parler plus précisément. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette spécificité au niveau des attaques propres aux API. Donc on va avoir des attaques sur les endpoints de login. Je vais en détailler quelques-unes. Mais là où on a une grosse difficulté aujourd'hui sont ce qu'on appelle les APT, les Advanced Persistent Threats. C'est celles qui sont très étalées dans le temps, qui consiste globalement à exfiltrer de la donnée, mais ça se fait au compte-gouttes. C'est-à-dire, on ne vous extrait pas plusieurs mégas en une transaction subitement, qui pourrait potentiellement être détecté par des outils actifs aujourd'hui, mais c'est extraire au fil de l'eau des informations. Donc dans le temps, on voit qu'on a un problème, mais si on l'examine sur la transaction elle-même, c'est indétectable. Donc on s'attaque à ces problèmes-là. Alors, par exemple, une attaque sur les moyens les API d'authentification. Donc ce que l'on va voir comme anomalie, c'est par exemple un nombre d'échecs sur des authentifications en user ID et password qui va être relativement élevé par rapport à un comportement humain. Et là, je commence à introduire la notion de comportement. C'est-à-dire que le comportement humain, c'est quand vous faites 3 tentatives. En gros, vous faites ça en 30 secondes si vous allez vite, 1 minute, voilà. Si vous avez 500 échecs sur des user passwords sur ce même laps de temps, on a un problème. Il y a quelque chose qui convient de détecter ou de signaler ou de bloquer. Autre type d'attaque, c'est rendre indisponible un service. Avec un simple appel sur une API, on peut rendre indisponible tout un ensemble de serveurs. Bon, votre API, probablement développée en Java, si vous avez le comportement anormal qui consiste à poster, donc à pousser un volume de données anormalement important, si l'API a été, et c'est souvent le cas hélas, peut-être mal testée, elle va mal réagir si elle reçoit 1 giga de données subitement ou 500 mégas et crasher. Mais en crashant, elle va emporter tout le système avec elle, donc tout le serveur, toutes les autres API, etc. Et donc vous rendez indisponible éventuellement toute votre infrastructure. Le temps de comprendre, de remettre en ordre, c'est moins de business qui rentre. Donc il faut se protéger là aussi d'un comportement qui pose question. Dans l'autre sens, c'est l'exfiltration de données. Donc là aussi, on va apprendre qu'une API, son comportement, c'est de retourner 10K de données habituellement. Et puis là, subitement, vous avez une application cliente qui retourne 100K régulièrement. Et ça peut durer sur
plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà, là vous êtes peut-être, c'est difficile d'être complètement catégorique, mais peut-être exposé à une attaque, donc ce qu'on appelle une exfiltration de données. Ensuite, on peut voir si c'est légitime ou pas, bien sûr. Alors, celui qui me tient à cœur, c'est donc le vol d'identifiant, donc le jeton qui aura été volé, donc ou intercepté, ou à la base, peut-être plus simple, c'est faire une attaque parallèle, donc du social engineering et récupérer un hacker sait très bien faire ça, des identifiants valides ou via un mail. Enfin bon, il y a diverses techniques pour se faire usurper son identité, et ensuite on a légitimement un jeton qui passe, comme je dis, le contrôle d'accès. Donc ça, c'est un cas typiquement que je montrerai, parce que ça fait appel vraiment au comportement et au contexte d'usage d'une API. Alors, protéger son espace d'API, c'est un problème difficile. Aujourd'hui, les technologies sont peu nombreuses pour amener une sécurité élevée autour de cet environnement-là. Alors, c'est difficile. C'est d'abord la taille. Donc, vous avez un volume d'appels. Alors, je ne sais pas de quelle compagnie vous faites partie, mais vous pouvez peut-être parmi vos compagnies en trouver certaines qui ont des milliards d'appels par mois sur des API. Donc quand vous avez un problème, que vous voulez vous-même savoir à quoi vous vous êtes exposé ou ce qui s'est passé, vous cherchez quelque chose, vous ne savez même pas quoi, dans des logs correspondant à 1 milliard d'appels par mois. Donc vous avez aussi une notion de vitesse, ça va très vite. On est une API, elle doit répondre en millisecondes. Donc le temps de réaction aussi doit être adapté. La variété des clients également est beaucoup plus importante que dans le cas d'applications web. Applications web, vous avez Chrome, Firefox, Internet Explorer, voilà, quelques browsers sur le marché, point. Sur les API, ce sont des applications clientes. Certaines sont du web, certains sont en développement propre, et d'autres sont des outils automatiques, des bots. Donc eux vont tenter automatiquement de mettre votre service à contribution pour essayer de s'immiscer dans votre IT. Le problème aussi, comme je l'ai introduit, c'est donc cette taille, c'est générer des tailles difficilement gérables de données d'audit. Donc dans les données, qu'est-ce qu'on cherche? On a des outils qui vous font de très bons rapports, qui vous disent voilà, mon temps de réponse en moyenne est de 8 millisecondes sur telle API, j'ai un taux d'erreur tel, mais rien ne vous permet de mettre en corrélation, par exemple, des temps de réponse élevés avec une exfiltration de données. Si une API doit fournir plus de données, elle travaille plus, et ça, il n'y a pas de rapport qui vont vous le sortir si vous ne posez pas la question vous-même à votre outil de gestion de log global. Donc on est sur un problème compliqué. L'autre opération, c'est le manque de visibilité. C'est que les outils classiques de reporting n'ont pas l'angle sécurité. Donc c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à répondre qui a accès à quoi, comment, dans quel contexte, quelles sont les opérations effectuées sur mes ressources. Est-ce que j'ai écrit de la donnée, est-ce que j'en ai extrait? En comparant les produits, on s'aperçoit que ces informations sont partielles, et surtout, ça ne vous donne pas, ça ne vous amène pas sur les comportements suspicieux. Donc, manque de reporting dédié, ou très orienté sur la sécurité. Donc, c'est un problème à la base de big data sur lequel on doit introduire une vue intelligence artificielle et machine learning. Voilà, je crois qu'il faut que je monte le son. Donc, l'intelligence artificielle est orientée sur le comportement. Donc, l'idée, c'est de ne pas écrire des règles de configuration pour dire ah, voilà, mes attaques, ça peut être ci, ça peut être ça. Non, le système va comprendre comment une API ou vos API fonctionnent et lorsqu'on va s'en écarter, va prendre une mesure, ou va le signaler, ou va bloquer une connexion. C'est ça l'objectif, en tendant vers le zéro configuration, le zéro intervention humaine qui peut être le meilleur moyen d'introduire des trous de sécurité. Donc on va examiner le trafic en profondeur. Ensuite, au sens opérationnel, je vous ai dit qu'il y avait de grosses masses d'informations à traiter, donc on doit être scalable en fonction du trafic. Donc on a pensé à une solution extrêmement facile à déployer et à scaler.
Et on adresse donc les API REST, mais aussi un protocole, j'en parlerai plus après, ce sont les WebSockets. Donc ce protocole, généralement utilisé, vous savez, dans les messageries qui permet de communiquer depuis un navigateur avec votre fournisseur. Donc on va avoir 5 grandes fonctions. La découverte des API. Vous publiez ou vos développeurs publient des applications tous les jours. Vous êtes en process continu d'intégration et de déploiement. Et donc il faut en permanence valider que vous avez une vue exhaustive de vos API exposées sur l'extérieur ou éventuellement l'intérieur. Donc on fournit en retour des rapports d'audit ciblés sécurité, donc qui cherchent l'anomalie. On identifie ces attaques et on les bloque. Et puis on a un système qui permet d'attirer le hacker dans un leurre. C'est-à-dire on va publier via cette infrastructure des API qui n'ont aucune fonctionnalité métier, qui ne portent aucune fonction business applicative de votre SI, qui sont juste là pour dire si quelqu'un trouve cette API que j'ai normalement cachée, c'est que son activité est anormale. Donc je vais tout de suite bloquer ces tentatives de scanning, de probing sur mes API. Alors la recommandation, c'est de protéger ces API exposées pour les clients externes, le consommateur, etc., ou vos partenaires, mais aussi ce qu'on appelle l'insider. Donc, côté interne, les attaques arrivent aussi par un interne. Alors, reprenons le jeton volé. On va voir maintenant dans une démo. Donc, c'est une vue ni hacker, ni hyper graphique. Hein. On est sur un monde pas trop underground dans ce que je vous montrais, mais un petit peu. Donc, on va regarder comment on peut se conduire une attaque et ce qui peut se passer et comment on peut réagir grâce à l'intelligence artificielle. Hop, alors. Donc là, on va être sur un scénario donc, de jetons volés. La démo va défiler. Donc la première chose, c'est en tant qu'utilisateur légitime, je vais m'authentifier, récupérer un jeton. Au passage, vous voyez un flow OpenID Connect OAuth, donc un flow standard. Donc on est sur votre interface d'authentification pour un client, par exemple, ou un partenaire. Voilà, il va récupérer, ici c'est une vue un peu technique, récupérer un jeton nécessaire. Le jeton, le voilà. Ça, c'est un jeton OAuth 2. Et maintenant, je passe dans un outil que les développeurs peut-être connaissent un petit peu mieux. Et je vais utiliser ce jeton pour faire un appel sur une requête. Donc, je mets mon jeton dans le header HTTPS. Et je fais mon appel. Donc l'API, vous la voyez là-haut sur mon port 3000. Et voilà, et ça me répond après avoir décortiqué le jeton au niveau de l'API que Jen ou John Smith s'est authentifié avec succès et a un jeton légitime. Maintenant, on va voler ce jeton. Alors quand on vole un jeton, ce qui se passe, c'est que le contexte change. L'adresse IP, le contexte client. Donc là, je me mets toujours grâce à l'outil. Bon, c'est facile de faire des attaques, mais je change de contexte ici. Notamment ce qu'on appelle le user agent qui identifie le type de navigateur ou de client utilisé, qui a de fortes chances d'être différent de celui du client légitime. On peut éventuellement changer d'IP, mais bon, il y a beaucoup de façons de contourner. Donc là, comme on est sur une base d'intelligence artificielle avec de l'auto-apprentissage, je vais faire un certain nombre de requêtes qui vont me permettre au système d'apprendre ce comportement et de voir en quoi il dévie. Donc voilà, là, il va y avoir à peu près une centaine de requêtes exécuté de la part du soi-disant hacker. Voilà, on va dérouler ça, on termine, ça prend normalement c'est quelques secondes. Ici, le système, lui, récupère donc les métadonnées
récupère les informations de contexte et l'intelligence artificielle, en fait, par rapport au modèle qu'elle a appris vis-à-vis de l'API consultée, est en train d'analyser comment ça dévie, comment on est écarté de la normale. Donc l'utilisateur, au bout d'un moment, ce client, on décide de le bloquer. Et là, on voit, lorsqu'on fait une requête, que le hacker est finalement bloqué. Donc on a un access denied mis en place automatiquement par le système. Comme j'ai dit, le système s'auto-configure. On report. Alors pour le reporting, il y a deux vues. Il y a la vue sexy, graphique, et puis concrètement l'outil là aussi fournit des données détaillées que je vous livre en brut ici, où on voit effectivement que sur un report où on détecte par type d'attaque les événements passés, que le jeton en question, qui va bientôt être surligné, que le jeton en question a été détecté, volé par le système. Et donc, le système a bloqué toute requête en provenance de ce jeton-là. Autre approche, ça va être, comme je l'ai dit, le leurre, donc la mise en place d'un leurre, donc ce qu'on appelle une decoy API. Donc on attire sur un mot-clé, par exemple /account, quelque chose qui cherche. Hein, donc on fait une recherche globale et puis on met en place quelques noms un peu aguicheurs. Donc tout de suite, si quelqu'un touche ce leurre, on détecte son identifiant et on le bloque. On va voir en une petite minute comment cela se passe. Voilà, donc là, il s'agit d'un scénario dit de probing, c'est-à-dire le hacker, il essaie de scanner toutes vos API. Voilà, donc là, je le fais au moyen de lignes de commande. Donc, je dis, on est un peu dans un monde de hacker. Voilà, j'utilise une API pour commencer business. Donc j'accède à une API qui me retourne une information. Voilà, là ce qui est surligné, ça veut dire que la requête s'est bien passée, dont le hacker a obtenu quelque chose. Peut-être c'est public ou pas. Je vérifie dans ma blacklist. Là, pour l'instant, le trafic au niveau de la blacklist, tout est normal. Maintenant, là, vous voyez un /decoy dans mon API. Donc le hacker va aller un peu fouiner entre guillemets sur cette API qui va dans un premier temps répondre OK. Bon, ce qui se passe, c'est que derrière, en fait, on a donc bloqué l'utilisateur. Donc si l'utilisateur va maintenant sur une API de production, ce qui va se passer, c'est qu'il n'est plus autorisé. Donc typiquement son adresse IP là, a été bloquée et on la voit ici qui a été rajoutée instantanément dans la blacklist. Voilà le scénario. Donc ça c'est ce qu'on appelle un quick win. Donc le produit instantanément vous permet donc d'attirer dans un piège les potentiels hackers. Alors pour conclure, deux mots sur l'architecture de l'outil Ping Intelligence. Donc, il y a deux modules, un outil qui fait de la sécurité active et puis un module en background qui fonctionne de façon asynchrone, qui est l'intelligence artificielle. Donc le module actif se charge de regarder dans ce cas l'intelligence a poussé dans les blacklists, ce qu'il doit ouvrir ou pas. L'intelligence artificielle, elle, récupère les métadonnées de toutes les API et les passe dans les algorithmes pour détecter sur la durée. Donc on remonte dans le temps effectivement pour détecter ces attaques persistantes, donc pour évaluer tout comportement déviant. On est également capable, suite à ça, de fournir quelques dashboards pour le management qui ont ce focus sécurité. On est bien d'accord, notre vision, c'est 100% sur la sécurité des API. Bon, l'outil a reçu quelques reconnaissances sur le marché aux US et en Allemagne. Et voilà, j'en avais fini avec cette session. Je crois qu'on en est à 30 minutes. Donc, pour les questions, s'il vous plaît, stand B11 où vous nous retrouverez. Merci beaucoup.